Good afternoon and welcome to our daily press briefing online and live on EBS. Today is Friday, the 5th of February. Like every Friday, I would like to start with the President's agenda for the coming week. On Monday, President von der Leyen will participate via video conference in a group meeting of the Left, GUE and GL. The President will chair the college meeting on Tuesday afternoon, as is the case during the plenary weeks of the European Parliament. On Wednesday morning, President von der Leyen will participate in the plenary debate of the European Parliament on the EU COVID-19 vaccination strategy. And on Friday, the President will receive here in the Berlaymont Mr. Florin Chițu, Prime Minister of Romania, and Mrs. Christa Schwenk, President of the European Economic and Social Committee. I will now pass the floor to Tim for an announcement on the first action following the presentation of Europe's Beating Cancer Plan this week. Tim. Merci Eric et bon après-midi tout le monde. Comme vous le savez, la Commission a adopté mercredi son plan européen pour vaincre le cancer. Et aujourd'hui, vendredi, nous adoptons le plan SAMIRA, un programme stratégique pour les applications utilisant des rayonnements ionisants à des fins médicales. Ce plan d'action constitue la première initiative de suivi du plan européen pour vaincre le cancer. Le plan SAMIRA veillera à ce que les technologies radiologiques et nucléaires continuent d'avoir des effets positifs pour la santé des citoyens de l'Union européenne. Pour vous donner quelques chiffres, il y a environ 500 millions de séances d'imagerie radiologique chaque année en Europe. Il y a 10 millions concernant la médecine nucléaire et 1,5 million pour les traitements radiothérapeutiques. Le plan SAMIRA définit des actions et mesures dans 3 domaines clés. Sécuriser l'approvisionnement en radioisotopes à usage médical, améliorer la qualité et la sûreté radiologique dans le domaine médical et faciliter l'innovation et le développement technologique d'applications médicales utilisant des rayonnements ionisants. Nous publions aujourd'hui un communiqué de presse, un mémo et une fiche d'information sur le plan SAMIRA que vous trouverez dans notre Daily News. Merci. Merci beaucoup, Tim, pour cette annonce, en plus dans un français impeccable. David, tu as la première question aujourd'hui. David Carretta. Merci Eric. David Carretta, Radio Radicale. C'est une question politique étrangère parce qu'on vient d'assister à une conférence de presse à Moscou entre le haut représentant et le ministre des Affaires étrangères Lavrov. Je laisse à chacun le jugement sur comment a été la conférence de presse, mais Lavrov a accusé l'Union européenne de plusieurs choses, de ne pas respecter les droits humains, la liberté de la presse, la démocratie, les droits des Catalans à manifester. Il a contesté le fait que les résultats des laboratoires français et suédois sur l'attaque à M. Navalny et plusieurs d'autres choses. Est-ce que vous acceptez tout ça et ces accusations? Merci. Merci. Peter ne peut pas être avec nous aujourd'hui au rendez-vous de midi et donc je passe la parole à Nabila. Oui, bonjour David et merci pour ta question. Je pense que le haut représentant a été présent à cette conférence de presse, donc ce n'est pas à moi à venir et à interpréter les mots et les réponses du haut représentant. En ce qui concerne les droits de l'homme, il a également été très clair que l'Union européenne est
très très proche et très ferme par rapport à tout ce qui est droits de l'homme, que ce soit en Russie ou hors de la Russie. En ce qui concerne Alexei Navalny, je pense que le haut représentant a également été très clair dans sa condamnation d'Alexei Navalny. Je te rappelle également l'Union européenne et la position de l'Union européenne par rapport à Alexei Navalny. Et donc, je ne pense pas que ce soit à moi aujourd'hui de dire ou d'interpréter les actions ou d'interpréter une conférence de presse qui vient juste d'avoir lieu. Merci. David, tu as une question de suivi. Oui, merci. Et merci Nabila pour ta réponse. Mais ma question n'était pas sur les mots du haut représentant, on les a bien entendus. Ma question, c'était sur les accusations que le ministre Lavrov a fait envers l'Union européenne sur le manque de respect des droits de l'homme, etc. J'ai fait toute sur les doubles standards des médias européens, sur les résultats des laboratoires français et suédois. Est-ce que tout ça est acceptable pour vous? Est-ce que vous acceptez ces accusations? Non mais David, je m'excuse, je comprends tes interrogations, mais tu ne peux pas nous demander à nous de répondre à des propos tenus dans une conférence de presse qui vient de se terminer alors que le haut représentant était dans cette conférence de presse. C'est simplement absolument impossible pour nous aussi au service du porte-parole de commenter une conférence de presse qui vient de se dérouler en présence du haut représentant vice-président. Donc, nous n'allons pas malheureusement nous engager dans un débat sur ceci. Je crois que tu connais très bien quelles sont nos politiques, les valeurs que respecte l'Union européenne, les mécanismes qu'elle met en place pour s'assurer que ces valeurs puissent être respectées. Et c'est cela qui font notre identité européenne. Oliver. Здравствуйте. In good French. I'd be interested, because maybe I missed it, did he meet Alexei Navalny? If he didn't meet him, did he try to meet him? Did he meet the wife of Navalny or somebody else from his entourage and supporters? Did he try to meet them? If not, why not? And finally, in light of this press conference ending with the Russian foreign minister accusing the EU of being, I quote, an unreliable partner, does the European Commission think this trip was a good idea? Thank you. And we're not going to answer your last question, Oliver. I mean, the High Representative Vice President has explained in detail the reasons for his trip to Moscow. And therefore, it is not for us here to comment on this. He has explained the context in which this mission is taking place, and he has had the support for this mission. On your other questions, I pass the floor to Nabila. Thanks, Oliver, for your question. On the question on Mr. Navalny, let me say that Mr. Navalny should not be in prison. The EU continues to call for his immediate and unconditional release and a full investigation into his poisoning. In a democratic society, pluralism, political pluralism is encouraged, and opposing voices are not silenced. In this it is unacceptable that Alexei Navalny is behind bars. How can the High Representative meet in these circumstances? It would give the wrong impression that we accept the situation or agree with it. We do not. That said, the EU continues to have close contacts with Mr. Navalny's team. The European Union will revert to the issue at the upcoming Foreign Affairs Council and discuss its implication and possible further action. As you know, again, the visit is not over yet. The High Representative said that the discussions are ongoing, and you have seen the press conference. And of course, the EU is in touch with Mr. Navalny's team. Oliver, you have a follow-up.
Sorry, a short follow-up. Mr. Borrell is in touch with Mr. Navalny's team. Does it mean he's going to meet them physically? And on your answer concerning not meeting Navalny, does the European Commission think it is a mistake for Western politicians to personally meet imprisoned political prisoners of conscience? Do you think that, is that your line? Thank you. Nabila, I think you've answered the question actually, but perhaps you can repeat the answer. I think the answer is very clear, Oliver. When we say that it is unacceptable that Alexei Navalny is behind bars, how can the High Representative meet him in these circumstances, and that it would actually give the wrong signal and the wrong situation that we do agree with it? I think you have your answer. Thank you. David Hessenhorn, if it's on the same subject. It's on the same topic, Eric. Thank you very much. With respect, if you might let me offer you the opportunity to rethink your refusal to answer Oliver's questions, because indeed that's why we have a midday press conference to ask you these questions. I've listened very carefully to the High Representative in several of his recent appearances, and I have not understood either the basis for this trip or, and I think I asked you this the other day, the Commission President's understanding, and this is what I'd ask you again, of what she believed, if she conferred with him, and what she believed might be a result or a deliverable out of this trip to Moscow. Also for Nabila, we just heard the High Representative stand up with the Foreign Minister of Russia and speak out criticizing the government of the United States, an ally with which the EU is clearly trying to rebuild transatlantic relations at the moment, criticize the United States on its Cuba policy, which again, not denying for a moment that this is the position of the EU, but is it in fact the proper format for the High Representative for Foreign Affairs of the European Union to go to Moscow and use that platform to criticize the United States of America, a longtime ally, while standing with Lavrov, who again, to just go back to Oliver's questions, the Foreign Minister of Russia accused Chancellor Merkel of lying, effectively has denied the findings of 3 labs that reported that Navalny was poisoned with a military-grade nerve agent, also a finding of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. I think from your perspective, the President's perspective on what was supposed to be accomplished here and what she hoped would come out of this meeting would be very helpful, because I honestly haven't understood the goals of this trip other than to have a conversation with a government that has repeatedly accused the EU of, again, I mean, it's almost ridiculous to hear them accusing the EU of human rights violations at this press conference today. Thank you. Nabila. On Cuba, I think that it was a question, as you said that you have followed the press conference very closely. It was a question that was asked specifically to the HRVP on Cuba, and to which he gave the answer and the position of the High Representative and of the EU. If you followed very well the press conference, you would have also noticed that the HRVP explained that the position on Cuba was basically following the latest and the last Trump administration decision on the situation. So this was basically what the HRVP has done. On the presence of the HRVP to Russia, I think that you know very well that the High Representative there was a discussion and also preparation at the EU-CO discussion on EU-Russia relations in March. The High Representative used the opportunity to discuss not only the situation surrounding Alexei Navalny's arbitrary detention, but all relevant issues, including more broadly on the erosion of rights and freedoms of Russia. As the High Representative said in the Post-Foreign Affairs Council press conference, he does not share the opinion that
when things go back, you do not talk. On the contrary, that it is the moment at which talking is required even more. And he said it again during the press conference. So the visit is also timely as it comes before the European Council's planned strategic discussion on EU-Russia relations in March 2021. As for EU human rights, I don't think we have any lessons to learn from anyone. Thank you. On the issue of the position of the President on this visit, now this visit has been announced. It has been discussed in various fora, as you know, and Nabila has just reminded you of that. And the President, of course, understands the need for a discussion, including frank and difficult discussions with a neighbor of the European Union with whom we have extremely complex relations. And therefore, it is in this context a difficult one in view, in particular, of the recent detention, not only of Alexei Navalny and people of his entourage, but also of thousands of protesters, that this visit has taken place. I believe that it has led to a frank exchange with the Russian authorities, and this is the understanding that we all had that the meeting would lead to. David, you have a follow-up. Just quickly, I wonder if the fact that we should interpret the fact that Mr. Borrell didn't make a statement or a strong statement, maybe any statement about the possibility of sanctions or more sanctions. Does that mean that sanctions are now off the table in response to Navalny's imprisonment? Nabila. As you said, we have a position. The HRVP has reiterated our position that is in the EU27 declaration, and he basically he's saying what was in the EU declaration. The European Council will revert to the issue of the upcoming Foreign Affairs Council and will discuss its implication and further actions. This is what is happening right now. We continue on this theme. If there are other questions on it, Natasha. Take another question first. Natasha, go ahead. Can you hear me? Hello? Yes, there's a lot of background noise, but we can hear you. Is that better? Go ahead, better like please. So my question is that earlier this week, the UK Prime Minister Boris Johnson said... No, I'm sorry, Natasha. You clearly haven't been hearing me. We're on the issue of Russia for the moment. So yeah, I note down your name and we will come back to you. Okay. Thank you. Thank you. Christian. Merci. Vous m'entendez? Absolument, vas-y, Christian. Écoute, j'ai une perplexité. Il est évident que M. Borrell était chargé de porter un message très dur et très sévère aux autorités russes sur la détention de M. Navalny. Ma question, elle est la réponse négative, la fin de non-recevoir des autorités russes mériterait qu'il abrège sa visite, puisque finalement, l'Union européenne demande la libération de Navalny, demande la libération de tous les gens qui ont été arrêtés, on leur répond, il n'en est pas question. Alors, ma question, elle est-ce que les droits de l'homme sont une priorité pour l'Union européenne, ou est-ce que c'est quelque chose que effectivement on met en façade, mais qu'ensuite on fait le business pour lequel M. Borrell a été chargé d'aller à Moscou, savoir qu'on a des sujets très importants, le JCPOA, le climat, etc., sur lesquels les Russes ont un rôle important et qu'il fallait reprendre le dialogue. Et est-ce qu'il n'y a pas une certaine duplicité? Et ma deuxième question pour Nabila, effectivement, ce n'est pas la première fois que M. Borrell dit une réponse sur les sanctions qu'il n'y a rien. C'est très très dur comme précision. Ça veut dire que les États membres qui disent qu'ils ont demandé des sanctions nous racontent des bobards. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la procédure ne peut pas être lancée parce qu'aucun État membre n'a posé une demande en disant voilà la liste des gens que je souhaite sanctionner
pour l'arrestation de M. Navalny, on ne peut rien faire. Donc les États membres ont une grosse responsabilité dans l'espèce de double jeu qui est celui de on fait les droits de l'homme, mais on ne fait rien pour sanctionner les violations des droits de l'homme. Comment est-ce que vous, en tant que commission, vous gérez ça? Parce qu'après, c'est vous qui allez être obligé d'aller négocier avec les Russes. Je suis désolé, Christian. Je comprends absolument le sens de toutes ces questions, mais la mission, le voyage du haut représentant et vice-président est en cours. C'est à lui de décider à quel moment il souhaite y mettre fin, s'il souhaite mener à son terme ou prendre une décision autre. Tu ne peux pas nous demander à nous, ici, de commenter sur une mission qui est en cours, ni sur ses résultats et sur la manière dont cette politique est menée, alors même que la visite est en cours. Donc, je propose que nous reprenions le débat lundi, une fois que la visite aura été terminée et que tous les éléments seront à votre disposition et à la nôtre. Giovanni, is it on this? You have no mic. Okay, I'm going to close the issue of the Russia visit, and we will move to other foreign relations related issues, and I pass the floor back to Natasha. Hello. Yes, Natasha, go ahead. Oh, hi. Just to be clear, this is in relation to agri-food and trade specifically, if that's okay. So, yeah, as I was saying earlier this week, the UK Prime Minister Boris Johnson said in the House of Commons that he was prepared to invoke Article 16 to ensure the free movement of agri-food products. So I'd firstly like to know what the Commission's response is to this, and also he specifically referenced certain barriers to movement in a range of agricultural items, including plants and seeds and beef. Could you outline to me exactly what the issue is here and the effect it's having, and also what is being done to rectify the situation? Thank you. Thank you. This is a santé issue, SPS. Absolutely. It should be, but Ariana will take the floor. Yes. If it's okay, I will start, and then eventually Stefan can integrate if he likes. So on the first part, as I said yesterday, no comment from us on the statement. Concerning your question on agri-food, I would just like to recall that unfortunately Brexit means Brexit. So frictionless trade between the EU and UK is a thing of the past. So the Trade and Cooperation Agreement reflects the fact that the UK has left our ecosystem of common rules. The UK has left the single market, and therefore all customs controls and formalities required under EU law, including entry and exit summary declarations, etc., do apply to goods that are leaving the territory of the UK. This applies to agri-food exporters from every non-EU country, and the UK ones will have to meet this EU SPS import requirements. Specifically concerning seeds that you were mentioning, there is legislation in Annex 2 of the protocol on Ireland and Northern Ireland that applies, and all import controls on seeds apply now to Northern Ireland as they would apply to imports from the UK to EU member states. For animal products moving from Great Britain to Northern Ireland, they must be checked at borders. We have 2 derogations that were granted in December, and they concern specifically chilled minced meat and chilled sausages. I don't know if Stefan wants to add. Clearly not. Let me just add that our position is extremely clear. All these issues are meant to be dealt with in the context of the Joint Committee. You have seen the joint statement between the Vice President of the European Commission, Maroš Šefčovič, and Michael Gove on the British side, and the fact that they will meet next week in London, and that a joint committee meeting is being organized. There are lots of issues that need to be discussed in terms of the implementation of this protocol, and we'll be very happy to discuss our views with the UK authorities on this in the forthcoming joint committee. Are there other questions on this specific issue
of the protocol for us today. Please only keep your hand raised if it is on this for the moment. Giovanni, is it a question on this? And do you have a mic? He has no mic. Okay, Verena, you have the floor. Verena. Hi, now it seems to be working. Go ahead. Great. Go ahead. Hi, I'm Verena with the German Press Agency. Have you set a date for the trip to London for the talks of Mr. Šefčovič? Thank you. I don't believe, I'm not entirely sure of whether a date has been set for the actual meeting of the two, but perhaps Ariana has more information on this now. No, Eric, as you were rightly saying, as we said in the statement, it will be next week, the trip to London of Vice President Šefčovič, but we don't have a specific date yet. Voilà, so watch this space. And I move back to Giovanni on foreign affairs. Okay, can you hear me now? Yes, it's working. Go ahead. Oh, finally it's working. Sorry, no, maybe I missed something, and I apologize if I ask this question which has already been answered, but I don't think so. Actually, I was very surprised to hear that for the European Union to visit somebody who is imprisoned unjustly would be an endorsement of this jailing. As also Oliver was pointing out in the chat, there is a very long tradition of visiting by Western politicians, of visiting people who is incarcerated for the wrong reasons or unjustly. So now you are saying, no, the High Representative is not visiting Navalny in prison because it would mean we are endorsing his jailing. But to be honest, I missed something, but it sounds to me very new if you look at all the past in the last years. There have been also many cases of people who have been incarcerated, dissidents, to meet with there was a long discussions with the authorities just in order to, and I remember the press conference end of January, the High Representative asked if he was intent on meeting Navalny, and he said, if the Russians allow me, yes, of course, I will be happy to see him. So maybe I'm missing something, but I must say I'm rather surprised for this for this declaration I just heard. That is not appropriate to visit somebody, a dissident who has been jailed. Thank you very much. Thank you. I believe that you did indeed hear the statement which was made by Nabila on this issue and did not miss anything more on the issue. Nawab. Yes, thank you, Eric. My question is on Myanmar. Is there anything new on this file? I have read the statements issued by Mr. Borrell. So are the foreign ministers going to discuss this? Thank you. Thank you. Nabila. Good morning, Nawab. As I said, and you rightly said, the HRVP and the EU have condemned in a strong terms the military coup and very quickly and very promptly carried out in Myanmar. It is unacceptable attempt to forcibly overturn the will of the people of Myanmar. What I can add to what I said earlier is that discussions will take place indeed when it comes to the Foreign Affairs Council. The EU is discussing this internally, both in Brussels and in Myanmar, as well as with our international partners.
But also, I would like to say that we do have strong concerns about the spurious legal grounds used for the reports filed against the state councillor, Aung San Suu Kyi, and the president, U Win Mint, which demonstrate a clear political instrumentalization of the legal system and a further attempt by the military to discredit and silence Myanmar's democratically elected leaders. As expressed by the High Representative on behalf of the EU in the declaration on the 2nd of February, the EU calls for their immediate and unconditional release, along with all those who have been arrested in connection with the military coup. We also call on the military to immediately end the state of emergency, restore the civilian government, to open the newly elected parliament, and to proceed with the subsequent appointments of the president, vice presidents, and the new government. And the European Union expects the safety of the citizens of both Myanmar and of its member states to be ensured at all times, and will consider all options at its disposal to ensure that democracy prevails. Thank you. We will go back one time to Giovanni and then move on from foreign affairs issues to other issues. Giovanni, you wanted to follow up. Apologies, I hadn't seen. You can hear me? Yes, go ahead. Please ask, ask a question. Yeah. Because you said I'm surprised, but it's okay, but you had heard everything that Nabila had to say. What is your specific My question was if there is a change in the attitude of the European Union as to dissidents who are imprisoned. Are you saying that is from now on it will be no more considered appropriate to visit people, dissidents who have been jailed? There was a very precise question which was combined with the fact how you can combine this, declaration with the fact that the High Representative himself said a couple of days ago that he was intent on trying to visit Mr. Navalny if the Russians allow. He never said that he will not do it because it would look like an endorsement of his imprisonment. So my very question is very clear. So is there a change of the policy of the European Union concerning the jailed dissident? Thank you very much. Thank you. Now I think we have understood your question. Nabila. Thank you for your question, Giovanni. What I can tell you is that we have evaluated the situation, and this was the way we decided to go about the situation. Mr. Navalny should not be in prison. The EU continues to call for his immediate and unconditional release and a full investigation into his poisoning in a democratic society. And the political pluralism is encouraged. Opposing voices are not silenced. This has never changed. Our position is not changing. So we reiterate that we are nevertheless in touch with Mr. Navalny's team. Thank you, Nabila. I now close our foreign affairs chapter, and I would ask you if you have questions on other issues for us today. Julia. Julia, mic source. Yes, go ahead. Hello, it's Julia Pabst from Austrian TV and Radio. I've got a question concerning Brexit and education. So there have been reports that Commissioner Gabriel has virtually discussed the issue of Scotland rejoining the Erasmus program with Scotland's Higher Education Minister. So will there be further negotiations, and how probable is it for Scotland and Wales to re-enter the Erasmus program? Thank you. Thank you. A question for Sonia. Many thanks for your question. Indeed, I can confirm that Commissioner Gabriel has received the letter you mentioned, and this letter is being analyzed now by the services and will reply in due course. What I could mention as well that in the process of the negotiation, the UK unfortunately decided not to join the Erasmus program after the
exit from the union, and in general, based on the Erasmus regulation, only countries can join the program. Thank you. Thank you, Sonia. Okay, let's move on. Patrizia. Thank you, Eric. I have a question on Patrizia Antonini with Answer Press Agency. I have a question on vaccines. I saw that the German Minister Scholz really attacked the Commission on the vaccines portfolio and contracts. So I would like to have a reaction from the Commission if possible. Thank you. Patrizia, you know very well that we never comment on remarks made by third parties. What is absolutely clear is that there are very regular VTCs of the heads of state and government on the issue of vaccination. The previous one was early January. There is now another one which is planned for the end of February. And during these VTCs, the support by member states for the vaccine strategy put in place with the European Commission for the account of the whole of the European Union has been reiterated time and time again. It is obvious that implementing such a strategy is a highly ambitious and a highly complicated endeavor, and that on the road there will always be issues that need to be solved, but it is clear that we will only achieve our objective if we all stick together. And the Commission has the support, as expressed by leaders during these European Councils, and therefore we will continue to implement the strategy with the member state authorities. Other questions on vaccines and vaccination? Please only keep your hand raised if your question relates to this and to the health situation in general. Samuel. Bonjour Eric, bonjour Stéphane. Question sur les vaccins. Donc, maintenant que M. Borrell a clairement dit qu'il espérait que le vaccin Sputnik soit approuvé rapidement et pour qu'il puisse être utilisé dans les États membres, est-ce que la Commission réfléchit à une procédure d'achat groupé pour les 27, comme cela a été le cas dans le Advance Buying Agreement? Et je me demandais si, à ce stade, dans les discussions entre Sputnik et l'EMA, on était maintenant au stade de la demande d'autorisation marketing, ou est-ce qu'on en reste à la requête d'avis scientifique? Merci. Merci Samuel. Ta deuxième question, je crains qu'il faille que tu l'adresses à l'Agence européenne du médicament, pas à nous. C'est eux qui peuvent te donner l'information la plus précise et la plus à jour sur les contacts qu'ils ont avec les fabricants du vaccin Sputnik. En ce qui concerne la première question, je ne vais pas commenter les propos du haut représentant que je n'ai pas entendu moi-même, mais je voudrais simplement rappeler qu'il faut distinguer deux choses. D'ailleurs, tu l'as fait un petit peu dans ta question et je t'en remercie. D'une part, le processus d'agrément, en quelque sorte, qu'il faut accomplir pour qu'un producteur de vaccins puisse mettre sur le marché européen, sur l'ensemble du marché européen, le vaccin qu'il fabrique. Cela passe nécessairement par l'Agence européenne du médicament, puis par une autorisation de mise sur le marché par l'Union européenne. Ça, c'est une chose. Et il y a eu de nombreuses déclarations qui ont été faites, y compris ici par la Commission européenne, sur le fait que nous invitions le fabricant du vaccin à déposer une demande auprès de l'Agence européenne du médicament avec toutes les données nécessaires pour pouvoir obtenir cet agrément. Une deuxième chose, c'est le portefeuille de vaccins que la Commission européenne et les États membres ont sélectionné, ont mis sur pied. Et à l'heure actuelle, ce portefeuille existe. Vous savez qu'il y a un certain nombre de négociations en cours avec d'autres entreprises. Et au-delà de cela, nous n'avons pas de commentaires à faire.
Samuel, un follow-up. C'est juste, je me pose cette question parce que à partir du moment où le vaccin Sputnik est autorisé, étant donné les doses, les millions de doses qui peuvent être produites, je me dis que ça peut donner lieu à une compétition féroce entre les États membres. Est-ce que la Commission n'aurait pas tout intérêt à se prémunir de ça en essayant de relancer une sorte de procédure d'achat collective? Mais écoute Samuel, on a déjà dit ici à de très nombreuses reprises qu'il y a des forums pour discuter de cela. Les États membres peuvent en discuter avec la Commission européenne dans le cadre du steering board. Je veux dire, ça n'est pas une question qui se décide ici par nous en salle de presse. Il y a des forums de discussion pour évaluer de la pertinence de l'étendue du portefeuille actuel et de la nécessité éventuelle de l'élargir à l'un ou l'autre fabricant. Dans les faits, ce qui est clair, c'est que le portefeuille actuel négocié par l'équipe de négociation qui comprend la Commission et certains États membres couvre un nombre extrêmement important de doses de vaccins qui permettra de vacciner l'ensemble de la population européenne. Et donc la question, c'est de savoir plutôt à quel moment nous allons obtenir ces doses. Et tu sais bien que c'est un débat qui nous occupe, ici, y compris ici en salle de presse, quotidiennement, plutôt que de savoir s'il nous faut de nouvelles doses supplémentaires d'un nouveau fabricant. Mais cela dit, la porte n'est jamais fermée par principe, mais il y a des forums dans lesquels cela doit se discuter, ou peut se discuter. Nous restons sur la question des vaccins. Je passe la parole à Susanna. Thank you, Susanna Fresh. We have seen the interviews with President von der Leyen saying that we should prepare for possible shortage of raw materials. I would like to ask if this poses a threat to the 300 million of doses that you have announced for the second quarter a few days ago. Thank you. Look, I think we've always been extremely clear that the manufacturing of a vaccine is a complex process which involves indeed many different types of components, ingredients, and that therefore the supply chain dimension of this issue is particularly important, and we are keeping a close eye on this dimension in order to ensure that the manufacturers of vaccines have access to the necessary components. And it is in this context that the President has asked Thierry Breton to chair a task force that will precisely deal with possible bottlenecks in the production of vaccines. So it is one of the issues that is clearly on our radar and that we will keep under close monitoring. Francesco, sorry, Susanna, you have a follow-up. Maybe I didn't understand you well, but what you're saying is that these 300 doses are not at risk. So this is, or are these 300 million doses? Because if we are talking about like 2 or 3 days ago, you announced this figure. Is this the figure that is already guaranteed by the pharmaceutical companies, or they still might be threatened by these shortages? Susanna, we base ourselves on what we have negotiated with the companies, as you know, and our contacts with the companies. Now, we have seen in recent weeks that events can unfold quite rapidly. We count, obviously, on at least these 300 million doses based on the vaccines which have been authorized to date, and possibly more if other vaccines are authorized in the meantime. And we will do everything in our power to ensure that this is the case and count on the efforts of the companies to do this. But clearly, this is an industrial process, and an industrial process can always be impaired to a lesser or greater degree by unforeseen elements. So the important thing
is for us to be in close contact with the manufacturers and to work with them in order to try to find solutions, to anticipate issues and find solutions. This is one of the things that the task force will focus on, as well as, and this is extremely important, the preparatory work with the manufacturers for the possible necessary adjustment of vaccines to new variants. Francesco. Francesco, go ahead. Your mic is active, I am told. We cannot hear you, so we move to Isabelle Horry. Pardon, j'ai un problème de caméra. Je voudrais revenir sur cette task force. J'ai lu l'interview de Madame von der Leyen dans La Croix ce matin. Elle reconnaît que ça a été un problème qui a été sous-estimé et qu'il aurait fallu s'en occuper plus tôt. Et donc, mais elle n'explique pas pourquoi en fait on a sous-estimé ça. Est-ce que c'est collectif? Est-ce que ce sont les États membres qui auraient dû s'en occuper plus? Enfin, c'est vrai que c'est assez frappant qu'il n'y ait pas eu de réflexion, je ne sais pas, on pouvait même imaginer dès l'été, sur les capacités de production et le risque. Imaginons qu'il y ait un attentat contre une usine, l'usine de Purs par exemple, enfin, je croise les doigts, mais je veux dire, on se retrouve démunis. Donc comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu cette réflexion il y a 6 mois, tout simplement? Merci pour ta question. C'est toute la réflexion qui est menée autour du concept de la nouvelle agence HERA, Health Emergency Response Agency. Ce à quoi la présidente fait référence, c'est le fait qu'en Europe, nous n'avions pas, et nous n'avons pas encore, nous sommes en train d'y travailler, les outils institutionnels en place pour être en mesure de répondre instantanément à une crise de ce genre. Contrairement par rapport aux États-Unis, avec BARDA. Ça, c'est lié à la nature de l'Union européenne, aux compétences qui sont dévolues à l'Union européenne. Et comme tu le sais, l'Union européenne avance chaque fois en apprenant des crises qui se développent et en développant les outils adaptés. Donc ça, c'est une chose. Tu ne peux pas simplement d'un coup, au niveau de l'Union européenne, développer instantanément toute une politique permettant d'accroître et de sécuriser la production alors qu'il n'y a pas d'outils institutionnels pour ce faire. Il a fallu que nous créions de toutes pièces, et nous l'avons fait extrêmement rapidement, une approche européenne, ne serait-ce que pour pouvoir acheter des vaccins. Car il s'agit là, a priori, d'une compétence nationale. Mais un virus ne connaît pas de frontières. Et donc, les États membres et la Commission européenne se sont très rapidement mis d'accord sur le fait qu'il fallait que nous agissions pour acheter des vaccins ensemble. C'est déjà un pas en avant significatif qui amène la Commission européenne vraiment à la limite des compétences qui peuvent lui être attribuées, et en utilisant, je te rappelle, toutes les marges disponibles du budget européen qui étaient celles qu'elles étaient dans la dernière année du cadre financier pluriannuel. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons négocié des contrats avec des entreprises sur base notamment d'un critère qui était leur capacité de production des vaccins. Et c'est pour ça que nous avons aussi modulé le nombre de doses qui étaient demandées à un producteur par rapport à un autre, en fonction justement de cette capacité de production. Alors évidemment, c'est toujours facile, après, a posteriori, de se dire il aurait fallu faire ceci, il aurait fallu faire cela. Nous reconnaissons que nous aurions dû suivre très attentivement, mais on n'en avait pas vraiment les outils, n'oublions pas. Ces schémas industriels, et c'est pour ça que maintenant nous mettons en place une structure qui va préparer l'avenir. C'est la troisième tâche de cette task force, de préparer l'avenir, de préparer
notre defense, biodefense, comme on dit en anglais, et en attendant de travailler avec les entrepreneurs, avec les entreprises, pardon, les industriels, sur la production à très court terme pour éviter les goulets d'étranglement, et deuxièmement, de travailler sur les variants. Quentin. Oui, bonjour Eric. C'est juste pour revenir sur cette histoire d'agence pour la DARPA. J'ai bien lu la consultation publique qui a été lancée le 27 janvier dessus, sur la création de cette agence. Et au niveau du calendrier, si j'ai bien compris, elle est toujours censée être présentée, enfin le texte de la commission est censé arriver au dernier trimestre de 2021. Pourquoi, alors que maintenant on a un goulet d'étranglement, qu'il y a une task force qui a été montée avec M. Breton, vous n'avez pas décidé d'avancer ce calendrier ? Je ne peux pas te répondre directement sur les dates, mais je pense qu'il faut bien se rendre compte que la situation est en train d'évoluer, et donc nous aurons certainement l'occasion de revenir sur ce sujet ultérieurement. Y a-t-il d'autres questions pour nous aujourd'hui sur ce sujet? Je n'en vois pas. Sur d'autres sujets? David. Pardon, j'ai un problème audio, j'espère que tout ça marche. Question concurrence à Arianna, si elle est là. Cette semaine, il y a eu plusieurs rencontres entre les représentants de Alitalia et la DG Concurrence. Il y a eu une discussion, je crois téléphonique, où c'était annoncé dans le calendrier, entre la vice-présidente Vestager et le ministre italien Gualtieri. Donc je voulais savoir premièrement s'il y a un readout de la discussion entre Vestager et Gualtieri, et si ils ont discuté de Alitalia, et s'il y a des nouveautés sur le dossier. Merci. Ariane. Bonjour David, j'espère que tu m'entends. Par rapport à la réunion qu'il y a eu entre le vice-président exécutif Vestager et le ministre Gualtieri, je peux seulement dire qu'ils ont discuté du thème de la concurrence, donc je ne peux pas ajouter quelque chose de plus spécifique. Et il n'y a pas de nouveauté sur les dossiers, vous le savez très bien, on est en contact avec les autorités italiennes sur les dossiers en général, et on ne peut pas donner des informations plus détaillées maintenant. Merci Ariane. Y a-t-il d'autres questions concurrence? David, follow-up. Oui, est-ce qu'il n'y a pas eu de notification de la part du gouvernement italien du fait que Alitalia, enfin dans un décret, il y a 200 millions en plus pour Alitalia comme compensation Covid, etc. Ariane. Je n'ai pas de nouveautés sur les 200 millions non plus. Comme vous le savez, on a déjà approuvé 2 mesures de soutien pour la compensation pour les dommages causés pour le Covid. On l'a approuvé à septembre et à novembre. On a en parlé l'autre jour dans la salle de presse aussi. On est en contact avec les autorités italiennes sur une 3e mesure de compensation. C'était à peu près 73 millions, je pense. Sur les 200 millions pour lesquels tu as déjà demandé quelques informations l'autre jour, on a vu le commentaire de la presse, mais on n'a pas de commentaires spécifiques. Vous le savez très bien que c'est pour les États membres de voir si en mesure ça concerne de l'aide qui doit être notifiée à la Commission. Comme toujours, on est prêt à discuter avec les États membres pour voir si les mesures de soutien public sont en ligne avec les règles sur les aides d'État. Merci. D'autres questions concurrence pour Ariana? Je n'en vois pas. Y a-t-il d'autres sujets pour nous aujourd'hui? Ce n'est pas le cas non plus. Donc merci beaucoup. Je vous souhaite un week-end reposant et nous vous retrouverons avec plaisir lundi ici en salle de presse. Bon week-end.